Merci pour votre constance. Il est 7h à Bamako. À la une de l'actualité, des centaines de travailleurs ont défilé hier 1er mai à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Si l'UNTM était sur le boulevard de l'Indépendance pour revendiquer plus de justice pour les travailleurs, la CESTM, la CMT et la CDTM s'y sont regroupés au Centre international de conférence de Bamako pour une signature de convention visant une synergie d'action syndicale pour le bonheur des travailleurs du Mali. À Bamako, en empruntant le premier pont ou le deuxième pont, levez juste la tête et vous verrez un dispositif lumineux qui permet d'avoir des informations en temps réel pour pouvoir se réorienter s'il y a un quelconque désagrément sur la route. La phase test a été lancée hier. Vous le savez certainement, l'octroi de la grâce présidentielle relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et c'est dans une plus grande discrétion que Garibou Pérou nous explique ce pouvoir dans la chronique judiciaire. En sport, Ligue des champions d'Europe de football, en deuxième demi-finale, les Allemands de Dortmund gagnent face à Paris Saint-Germain. Sur le plan local, l'actualité reste dominée par le basketball. La 8e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi. Et l'actualité internationale nous conduira au Tchad où le Nord semble être le grand oublié de la campagne présidentielle. Et puis en Chine, des dizaines de morts après l'effondrement d'une autoroute dans le sud. Les pluies diluviennes sur la province de Guangdong seraient à l'origine de la catastrophe. Et voilà pour le sommaire. Le journal Moussa Papa Aïdara. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Hier, 1er mai, journée internationale du travail. À l'instar de la communauté internationale, le Mali, à travers l'UNTM, a célébré en pompe la journée dédiée aux travailleurs. La fête du travail est un moment de rassemblement du monde du travail pour mesurer le chemin parcouru par rapport à l'amélioration des conditions de vie et des travailleurs et puis mettre en exergue les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Lors de la cérémonie, l'UNTM, la centrale syndicale, a mis l'accent sur la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. L'événement qui s'est déroulé sur le boulevard de l'Indépendance a aussi été marqué par un géant défilé des travailleurs. Le point avec Arjou Matina. Le boulevard de l'Indépendance renoue de plus belle avec la célébration du 1er mai, la journée internationale du travail. Après quelques années d'interruption à raison du contexte socio-politique et sanitaire, l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM sonne la mobilisation pour faire de la journée une véritable fête du monde du travail. La fête du 1er mai est un moment pour les travailleurs et travailleuses de jeter un regard rétrospectif sur les différents acquis, mais aussi revendiquer et mettre en lumière les problèmes auxquels ils sont confrontés. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Face à la situation économique, ce qui est multiséculaire, mais de plus en plus, la quête du citoyen qui aspire à plus de justice, à plus de liberté, à plus d'égalité avec d'autres citoyens pour plus de démocratie, plus de gouvernance saine. La signature du pacte de stabilité sociale et de croissance résulte de l'engagement de l'organisation à accompagner la transition dans sa vision de refondation. Toutefois, l'UNTM reste fidèle à sa conviction quant à l'amélioration des conditions et du bien-être des travailleurs. Aujourd'hui, nous demandons plus de décence par rapport au travail. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un salaire, mais un salaire qui puisse vraiment te servir et rassurer en tout cas les travailleurs et les travailleurs. La signature du pacte de stabilité pour la croissance également, le gouvernement est engagé à faire la mise en œuvre. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social. La commémoration de cette journée du 1er mai 2024 est l'occasion de faire le point des progrès accomplis en matière de protection du travail et des droits des travailleurs. Je voudrais vous assurer de l'engagement sans faille du gouvernement du Mali à poursuivre avec conviction et détermination la mise en œuvre du plan d'action 2023-2027, du pacte de stabilité sociale et de croissance.
Composée des grands syndicats nationaux, la centrale syndicale se félicite de cette grande mobilisation. Sur le boulevard, un impressionnant défilé marqué par le passage des différents services affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali, entre autres l'UNTM, la Poste, le SNIPIL, l'ORTM, la MAP, la SMTD, l'aéroport, la douane et le trésor a été un des temps forts de cette célébration. Sans oublier également le passage remarqué des engins de plusieurs services. Toujours dans la même mouvance, dialogue social, facteur de stabilité, de paix et de cohésion sociale, c'est sous cette thématique que la CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, la CMT, Confédération malienne du travail, et la CDTM, Confédération démocratique des travailleurs du Mali, ont à l'unisson célébré le 1er mai, fête du travail. C'est à l'occasion d'une grande rencontre au CICB que les trois centrales syndicales ont procédé à une signature de convention visant une synergie d'action syndicale pour le bonheur des travailleurs du Mali. La cérémonie d'ouverture a enregistré plutôt la présence de 8 ministres du gouvernement et une très grande mobilisation des militants des trois centrales syndicales. Nouhoum Sissoko. Elles sont trois centrales syndicales en ordre de marche dans la célébration du 138e anniversaire de la fête du travail, marquée par la signature de conventions entre les trois parties. Convention qui consacre l'unité d'action syndicale pour le bien-être des travailleurs et travailleuses du Mali. Face à la situation difficile que vit le pays, cela doit nous pousser à la réflexion à travers une meilleure concertation, à nous réorganiser pour les ambitions que nous avons pour la mère patrie, à en croire le secrétaire général de la CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, Hamadoun Amion Guindo. C'est conscient de ces grands défis que les trois organisations syndicales, la CDTM, la CMT et la CSTM ont accepté dans la concertation d'apposer leur signature dans une plateforme syndicale afin de matérialiser cette entente, cette solidarité tant sollicitée par les travailleuses et les travailleurs du Mali. Djibril Diallo, président de la commission d'organisation. Des centrales syndicales qui ont compris l'enjeu de notre pays ont décidé de se mettre ensemble dans une unité d'action syndicale pour appuyer notre transition à réussir les différents challenges. Cela ne voudrait pas dire, je suis certain, qu'ils vont évoluer dans un mimétisme incompétent, mais beaucoup plus, ils iront de l'avant avec des propositions objectives. Dialogue social, facteur de stabilité, de paix et de cohésion sociale. C'est le thème choisi par les trois centrales pour cette célébration, occasion de rappeler le chemin parcouru par ces organisations syndicales en 2023. Hamadoun Amion Guindo, secrétaire général de la CSTM. La signature d'un pacte de stabilité sociale après la conférence sociale. Un comité technique de suivi de la mise en œuvre est constitué. Nous regrettons cependant que le Conseil national du dialogue social souffre encore de l'immobilisme de la part du gouvernement. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement envisage la mise en œuvre effective du pacte de stabilité sociale et de croissance qui contribuera à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé et au développement économique. Le gouvernement tiendra ses engagements dans le cadre de la mise en œuvre de ce pacte et de l'opérationnalisation du Conseil national du dialogue social. La CSTM, la CMT et la CDTM accompagnent les autorités dans la politique de refondation engagée par notre pays parce qu'elles croient en la vision affichée par les pouvoirs publics, mais que cet accompagnement n'absout pas les droits et libertés des travailleurs et travailleuses du Mali, selon le patron de la CSTM. 7h09, je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Transports et des Infrastructures a inauguré le premier panneau à message variable du pays dans le cadre d'une phase test visant à améliorer les conditions de circulation à Bamako avec des messages en cas d'incident sur les 2 premiers ponts de la capitale, Agibou Koulibaly. C'est le premier d'une série de panneaux à messages variables pour permettre aux usagers de la circulation d'avoir des informations à temps réel. Avec cette initiative, le ministère des Transports et des Infrastructures entend préserver la sécurité et mieux accentuer la communication dans le cadre de la prévention des accidents de la route. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. C'est un dispositif lumineux qui permet d'avoir l'information à temps réel
pour pouvoir se réorienter, prendre une autre direction pour pouvoir rejoindre sa destination. Sur le pont des Martyrs et le pont FAC, en cas d'incident, en cas de calamité, des désagréments ou bien d'éviter des suraccidents à la circulation. Ces panneaux sont des outils de signalisation routière soumis aux règles et principes en vigueur. Ces informations sont des informations vérifiées et ces informations sont mises en ligne par l'Agence nationale de la sécurité routière pour que la circulation puisse être fluide et pour faire moins d'accidents à la circulation. Les messages diffusés sur ces panneaux sont adaptables en fonction des événements et poursuivent 3 objectifs majeurs. Garantir la sécurité routière, gérer efficacement le trafic et faciliter les déplacements des usagers de la route. Après Bamako, certaines capitales régionales seront dotées bientôt de ce dispositif. Écho de nos régions, les organisations paysannes de la région de Tombouctou sont dotées de matériel agricole par le PROSAR à travers la coopération allemande pour une valeur de 80 millions de francs CFA. Il s'agit de renforcer leur capacité et améliorer la situation nutritionnelle des ménages de Tombouctou. Idrissa Goulou Sissoko. Le PROSAR équipe les organisations paysannes de la région de Tombouctou pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Ils sont 6 organisations paysannes à bénéficier de ce soir, des décortiqueuses, de hache-paille, de motoculteurs et de tuveuses pour une valeur de près de 80 millions de francs CFA. Mohamedou Atayoubou, coordinateur national du PROSAR. Ce projet accompagne une 50aine de sociétés coopératives à travers la région, lesquelles sociétés coopératives bénéficient à près de 50 000 personnes de la région de Tombouctou, affectées par la crise qui sévit depuis 2012. Pour les bénéficiaires, ces équipements permettront de booster leur activité et se réjouissent de leur collaboration avec le PROSAR. Madame Doronté, représentante des bénéficiaires. Si tu parles d'agriculture, il faut nécessairement des équipements, sinon tu n'iras nulle part. Nous remercions GIZ PROSAR, fini désormais l'agriculture à la main. Siaka Dambélé, représentant de la Direction nationale de l'agriculture. Ces équipements renforceront considérablement les moyens de production et de ce fait rentabiliseront les exploitations agricoles en améliorant les conditions de vie des bénéficiaires. Les interventions du projet ont considérablement augmenté les conditions de vie des ménages. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Je tiens à remercier la République fédérale d'Allemagne qui, en toutes circonstances, magnifie la particularité des relations qui lient nos deux peuples au PROSAR, l'assurance de notre soutien total. La remise des équipements aux bénéficiaires a mis fin à la cérémonie. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Je vous amène à présent sur la scène internationale au Tchad. À 3 jours de la fin de la campagne présidentielle, de nombreux observateurs notent qu'aucun des 10 candidats à la présidentielle ne s'est rendu dans le nord du pays. L'ancien Borkou Enedi Tibesti, aujourd'hui divisé en 4 provinces, sont une immense zone désertique hostile dans le Sahara. Ces immenses territoires désertiques qui s'étendent pratiquement sur la moitié de la superficie du Tchad compte à peine 205 000 électeurs, c'est-à-dire 2,5% des Tchadiens en âge de voter, recensés par l'agence chargée d'organiser les élections. Guerre dans la bande de Gaza, alors que le bilan des morts frôle la barre de 35 000 dans la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé hier Hamas à accepter la nouvelle proposition de trêve dans l'enclave dévastée par 7 mois de guerre. Eh bien, Anthony Blinken, qui poursuivait en Israël sa 7e mission au Proche-Orient depuis le début de la guerre le 7 octobre, s'est dit décidé à arracher maintenant un accord sur une trêve associée à une libération des otages retenus dans les territoires palestiniens. Il y a une très bonne proposition sur la table actuellement. Le Hamas doit dire oui, a déclaré M. Blinken à Tel Aviv devant des manifestants israéliens hostiles à la guerre. Et puis en Chine, l'effondrement d'une autoroute dans le sud de la Chine hier a fait 36 morts selon un nouveau bilan. Les pluies diluviennes sur la province de Guangdong seraient à l'origine de la catastrophe. Le président Xi Jinping a ordonné aux autorités de mettre les bouchées doubles dans les opérations de sauvetage sur place et le traitement des blessés. Environ 500 personnes ont été dépêchées sur place pour participer au secours. Le gouvernement provincial a mobilisé des forces d'élite spéciales
spécialisé et s'est mis en 4 pour mener à bien les opérations de recherche et de sauvetage. Du sport, à présent, football, Ligue des champions d'Europe de football. En deuxième demi-finale, les Allemands de Dortmund gagnent face à Paris Saint-Germain. Sur le plan local, l'actualité reste dominée par le basketball. La 8e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi. Chez les dames, la 9e journée du championnat de football féminin s'est jouée hier. Et en championnat de Ligue 1, la 24e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1, la 24e journée se poursuit cet après-midi. 2 matchs sont au programme. À 16h30, le leader, le Djoliba AC, reçoit l'AS Real de Bamako. En seconde rencontre, Binga FC sera face à l'AS Bakaridjan de Baraouli. La suite de cette 24e journée, demain vendredi, avec les oppositions Stade Malien de Bamako, Club Olympique de Bamako. Et la dernière rencontre de la journée mettra aux prises ATS de Koro, Afrique Football Elite. Les autres résultats déjà enregistrés, l'US Bougouni a battu ASCO 1-0. Les 11 créateurs de Nyarela et l'AS Black Star de Badalabougou ont fait match nul, 1 but partout. L'US Ekita a perdu 1-2 face à l'ISFAS. C'est par ce même score de 2-1 que l'US Bougouni a dominé l'AS Police. Chez les dames, la 9e journée du championnat national de football féminin s'est jouée hier. Dans le groupe B, le match phare de la journée entre les Super Lions d'Amdalaï et les Amazones de la commune 5 n'a pas connu de vainqueur. Score final, 1 but partout. À Bougouni, l'AS Étoile a perdu 2-3 face à l'AS Entente de Serakoro Megetana. Dans le groupe A, Centre IFC a été battu 0-3 par l'AS Police. L'AS Real gagne par le minimum d'1-0 devant l'AS Momo de Sikasso. À Kati, l'AS Mandé en déplacement l'emporte 4-0 devant l'AS Saramaya. Cet après-midi, le dernier match opposera l'USFAS et l'AS Soudoubaba de Mopti. Basketball, la 8e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi, marquant ainsi le démarrage de la phase retour. 3 rencontres sont au programme de cette 8e journée du championnat national de basketball. En dames, à 17h, l'AS Police sera face à l'USFAS. L'AS Real de Bamako sera opposé à l'AS Mandé à 19h. En messieurs, à 15h, l'AS Police jouera contre l'USFAS. Le programme se poursuivra samedi avec 5 matchs. Calaban Sport Club, Stade Malien de Bamako en dames, AS Real de Bamako, AS Commune 1 en messieurs et Atar Club de Kidal, Stade Malien de Bamako. Cette journée s'assivra avec 2 rencontres. Sigui Dekaï jouera contre le centre de référence de basketball de Tombouctou en hommes. Le centre Bintou Damele de Koulikoro sera face au Djoliba AC en dames. Ligue des champions d'Europe de football en 2e demi-finale, les Allemands de Dortmund gagnent face à Paris Saint-Germain 1-0 sur le résultat final de cette manche aller. Déjà mardi en première demi-finale, le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait match nul, 2 buts partout. Le retour de cette demi-finale sera déterminant la semaine prochaine. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur l'accoutrement du lutteur. Dans la lutte africaine, le lutteur se présente généralement torse nu. Pourquoi cela est permis? Isaac Tenou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Sport de combat avec l'objectif de faire tomber l'autre, le lutteur africain, à l'image des autres sportifs, a une tenue spécifique. Demba Dassoko, président des arbitres de lutte du Mali, nous donne des précisions. Quand il y a une compétition, que ce soit nationale ou internationale, les lutteurs doivent se présenter dans l'aire de combat en culotte courte ou en paille court ou selon la tradition de son pays. Il sera torse nu, pieds nus, ongles des doigts et des orteils coupés, très courts. Dans un combat par équipe, l'uniforme est exigé. La tenue de l'équipe sera de couleur uniforme. Le port d'objets susceptibles de blesser le lutteur ou son adversaire est formellement interdit au cours du combat. Dans le rituel, ça s'ajoute un peu à la tenue de lutteur. Le rituel de chaque pays est accepté selon sa tradition, à condition qu'il ne gêne en rien ni l'équipe adverse ni le déroulement normal du combat. Pourquoi les lutteurs africains se présentent dans l'arène torse nu? Demba Dassoko explique. En lutte africaine, on a voulu que les lutteurs soient torse nus, pieds nus, pour montrer la beauté même du lutteur d'abord et la beauté même de la lutte africaine. Par contre, les arbitres de lutte traditionnelle en Afrique ont une tenue qui respecte certaines normes. Chronique judiciaire.
Vous le savez certainement, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à 298 détenus. L'octroi de la grâce relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le décret accordant cette grâce collective qui a été signé il y a quelques semaines vise à alléger la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention, particulièrement pendant la période de grande chaleur. Les 298 bénéficiaires ont été sélectionnés parmi plus de 500 détenus. Ils sont issus de 32 établissements pénitentiaires à travers le Mali, dont la maison centrale d'arrêt de Bamako et celle de Kenyoroba. Le geste humanitaire intervient dans la mouvance des fêtes de Pâques, de Ramadan et du dialogue intermalien. Garibou Pérou nous édifie sur la grâce présidentielle. Président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République exerce les droits de grâce. Cette prérogative est d'ailleurs inscrite à l'article 65 de la Constitution du 22 juillet 2023 et de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982. Cette mesure de clémence du président Goïta à 298 détenus est motivée par des raisons humanitaires. Mamoudou Kassougué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La grâce présidentielle, c'est une mesure qui relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Par exemple, pour ce dossier, initialement, on avait plus de 500 noms, mais au finish, on se retrouve avec 298. Maintenant, dans ces cas particuliers, le président de la transition a pris cette mesure à titre humanitaire par rapport à la canicule que nous sommes en train de vivre. Pendant cette période, même nous qui nous promenons librement, nous avons des soucis, a fortiori ceux qui sont dans des lieux de détention. La grâce présidentielle peut être accordée à toute personne condamnée par une juridiction malienne. Les intéressés, selon leur situation pénale, bénéficient de remises totales ou partielles sur les reliquats de la peine. Les mesures de grâce qui sont accordées, donc il y a certaines personnes qui bénéficient d'une remise de 2 ans ou d'1 an. Maintenant, s'il se trouve que la personne est à 1 an ou à 2 ans de l'expiration de sa peine, la grâce devient totale et la personne sort immédiatement après la notification et l'exécution du décret. Maintenant, s'il se trouve que la personne a une peine plus longue, par exemple de 5 ans ou de 10 ans, et que la remise qui lui est accordée est de 2 ans, en ce moment c'est une remise partielle, donc la personne sera obligée de purger les reliquats des 3 ans de peine. Donc c'est comme ça que se fait les calculs. La grâce présidentielle ne saurait porter préjudice aux droits des tiers. Elle ne porte atteinte ni aux droits du Trésor ni aux droits des parties civiles. Lorsqu'une infraction à la loi pénale se commet, il y a 2 préjudices. Le premier préjudice concerne le préjudice qui est directement ressenti par la victime de l'infraction. Par exemple, un de mes biens a été volé, donc j'ai subi le préjudice directement. Le second niveau, c'est le préjudice qui est subi par la société, par l'ordre social. Parce que nous savons que le vol, c'est une infraction, c'est un comportement qui est interdit, qui est prohibé dans la société. Donc à travers l'acte posé dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le voleur trouble l'ordre public. Et c'est à cause de ce trouble de l'ordre public que l'intéressé va en prison et de la gravité aussi de l'acte. Ce qui fait qu'on peut réduire sa peine sans que cela n'annule donc son obligation de remettre la victime dans ses droits. La grâce présidentielle est demandée lorsque tous les recours judiciaires sont épuisés. C'est donc le recours de la dernière chance. Elle peut être sollicitée par le condamné, par ses parents ou par le ministère public. Elle peut être prononcée par le président de la République en l'absence de tout recours du condamné. Chaque détenu a la possibilité d'un point de vue légal de demander la grâce. Il y a aussi l'obligation qui est faite d'inscrire sur la liste des personnes sollicitant la grâce les personnes qui sont déjà condamnées à mort. Ça, c'est systématique. Cette mesure de grâce nous montre d'abord que ceux qui sont en prison, ils ne sont pas oubliés. On a besoin qu'ils s'amendent, qu'ils reviennent pour contribuer à la construction du pays. Les 298 bénéficiaires de la grâce présidentielle ont fait preuve de bonnes dispositions à la réinsertion. Cette mesure du président Goïta répond à un impératif de la situation des établissements pénitentiaires qui connaissent aujourd'hui une forte densité.
Voilà ce que vous avez en droit de savoir pour cette première édition qui vous a été présentée par Moussa Papaïdara. Tout le plaisir était pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly et Ismaël Diarra. Mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. Tout de suite, c'est la page météo suivie des avis et communiqués qui sera une présentation de Moussa Koulibaly. Merci à tous pour votre attention. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Splendide journée à tous sur le RTM. Madame